Le fils millionnaire rentre au domaine familial, s'attendant à une fête, mais ne trouve que le silence et la douleur. Sa mère cuisine pour une mendiante, comme si elle faisait partie de la famille. Un appel à l'aide se cache dans ce geste, et la vérité qu'il découvre bouleverse tout ce en quoi il croit. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. La route qui traversait l'arrière-pays de l'Auvergne semblait interminable en cet après-midi de septembre. Romain Dubois conduisait sa voiture importée avec la vitre entr'ouverte, laissant l'air frais de la montagne entrer et ébouriffer ses cheveux encore humides de la douche rapide qu'il avait prise à l'hôtel avant de partir. 3 semaines loin de chez lui. 3 semaines à conclure des contrats, à négocier avec des investisseurs étrangers, à dormir dans des chambres impersonnelles d'hôtels 5 étoiles. La fatigue pesait sur ses épaules, mais son cœur battait la chamade. Aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, il rentrait à Lyon avec plus que de bonnes nouvelles sur ses affaires. Il rapportait avec lui un cadeau spécial, soigneusement choisi lors d'un après-midi de libre à Paris. Sur le siège passager, emballé dans du papier de soie couleur pêche et noué d'un ruban doré, reposait un châle en cachemire véritable, doux, délicat, de la couleur beige que sa mère aimait, tant. Romain sourit seul en imaginant sa réaction. Madame Thérèse avait toujours été réfractaire au luxe, préférant toujours la simplicité, mais il savait que, venant de lui, ce cadeau serait reçu avec ces yeux brillants que seule une mère sait faire. Elle était comme ça, simple, généreuse. Le genre de femme qui gardait des portions supplémentaires au réfrigérateur pour les voisins en difficulté, qui ouvrait sa porte à quiconque frappait pour demander un verre d'eau, qui disait que Dieu finissait toujours par trouver une solution quand les factures s'accumulaient. Romain avait grandi dans cette maison de la rue des Acacias, dans le quartier de la Guillotière, à l'est de Lyon. Une maison à 2 étages, peinte en jaune délavé, avec un petit porche à l'avant et un jardin à l'arrière où sa mère cultivait des figuiers et des citronniers. C'était une maison humble, mais pleine de vie, pleine de souvenirs. C'est là qu'il avait appris à faire du vélo, c'est là que sa mère lui avait appris à compter avec des grains de haricots sur la table de la cuisine, c'est là qu'il avait promis, encore adolescent, qu'un jour il lui offrirait une vie meilleure. Et il l'avait fait, ou, du moins, il pensait l'avoir fait. Après avoir obtenu son diplôme en gestion, Romain travailla sans relâche. Il monta une entreprise de logistique qui grandit vite, très vite. En 5 ans, il avait déjà des filiales dans 4 régions. Il rencontra Véronique lors d'un événement d'entreprise. Elle était élégante, éloquente, ambitieuse. Il semblait être le couple parfait. Ils se marièrent un dimanche ensoleillé avec une réception dans un lieu de luxe. Madame Thérèse était là, assise au premier rang dans une robe bleu clair qu'elle avait elle-même cousue. Elle pleura pendant toute la cérémonie. Romain pensait que c'était des larmes, de bonheur. Aujourd'hui, en conduisant sur la route, il se demandait s'il n'y avait pas autre chose dans ses pleurs. Ces 2 dernières années, Romain avait été de plus en plus absent. Les voyages d'affaires étaient devenus une routine. Véronique avait pris le contrôle de la maison, des finances personnelles, de l'organisation du quotidien. Il lui faisait confiance. Après tout, c'était sa femme. Elle disait qu'elle s'occupait de tout, y compris d'envoyer l'argent mensuel à Madame Thérèse. Romain avait toujours insisté pour que sa mère vive avec eux dans le nouvel appartement spacieux, avec vue sur le parc de la Tête d'Or. Mais elle refusait. Elle disait qu'elle préférait sa petite maison, son jardin, ses voisins de toujours. Romain comprenait, ou pensait comprendre. Le téléphone sur le support de la voiture vibra. Un message de Véronique. « Je suis à Clermont-Ferrand avec ma sœur, je rentre demain. Profite de ton repos. » Romain fronça les sourcils. Véronique voyageait beaucoup ces derniers temps, toujours avec sa sœur, Viviane, toujours pour régler des questions d'une prétendue entreprise que les deux étaient en train de monter. Il ne posait jamais beaucoup de questions. Il faisait confiance. La ville commença à apparaître à l'horizon. Lyon, avec ses collines environnantes, ses immeubles qui se mêlaient aux arbres, ses rues qui montaient et descendaient. Romain sentit une nostalgie chaleureuse dans sa poitrine. C'était sa ville, son chez-lui. Il traversa le centre, passa par l'avenue Jean Jaurès, tourna à gauche sur la rue de la République et continua jusqu'au quartier de la Guillotière. Les rues y étaient plus étroites, les maisons collées les unes aux autres.
des enfants jouant sur le trottoir, des chiens aboyant, de la variété française s'échappant des fenêtres ouvertes. Quand il se gara devant la maison de la rue des Acacias, numéro 132, un sentiment d'étrangeté l'envahit. La maison était différente. Il ne parvenait pas à identifier exactement quoi, mais quelque chose n'allait pas. Le portail en fer, toujours bien peint, était rouillé. Les plantes du porche, que sa mère arrosait religieusement tous les matins, étaient sèches, marron, mortes. La peinture jaune de la façade semblait encore plus délavée, s'écaillant par endroits. Romain prit le cadeau sur le siège passager et sortit de la voiture. Le silence était lourd. Il poussa le portail qui grinça bruyamment, un son aigu qui résonna dans la rue vide. Il monta les 3 marches du porche et s'arrêta. Devant la porte d'entrée, elle était entr'ouverte, de quelques centimètres seulement, mais assez pour qu'un courant d'air froid s'en échappe. Romain sentit sa poitrine se serrer. Sa mère ne laissait jamais, jamais la porte ouverte. Elle avait peur des cambriolages, des inconnus, de tout ce qui pourrait entrer sans y être invité. Romain poussa doucement la porte. Le grincement des vieilles charnières ressemblait à une plainte. Il entra. Le salon était sombre. Toutes les lumières éteintes, même s'il était presque 6 heures du soir et que le soleil commençait déjà à se coucher. Il chercha l'interrupteur sur le mur et alluma la lumière. Ce qu'il vit le laissa paralysé. Le salon, autrefois organisé et plein de vie, était vide. Pas littéralement vide, mais abandonné. La télévision couverte d'un drap poussiéreux. Les coussins du canapé sales, tachés. Le sol recouvert d'une fine couche de poussière. L'odeur était celle du moisi, d'un endroit fermé depuis longtemps, d'un endroit où personne ne vit. Romain sentit son estomac se nouer. Il laissa tomber le cadeau sur la table basse et se dirigea vers la cuisine. La cuisine était pire, l'évier plein de vaisselle sale, la cuisinière au brûleur graisseux. Il ouvrit le réfrigérateur et ce qu'il vit le fit reculer d'un pas. 3 bouteilles d'eau, rien de plus. Juste 3 bouteilles d'eau et un pot de beurre ouvert. Le beurre tout desséché, jauni, clairement périmé depuis des semaines. Romain ferma le réfrigérateur et ouvrit le garde-manger. Il était verrouillé. Un cadenas neuf, brillant, pendait à la porte en bois. Il tira. Il ne céda pas. Pourquoi diable le garde-manger était-il verrouillé? Le cœur de Romain battait maintenant de manière désordonnée. Il quitta la cuisine et se dirigea vers l'escalier. Il monta rapidement, 2 marches à la fois. Au 2e étage, il ouvrit la porte de la chambre de sa mère. Le lit était fait, mais le matelas semblait affaissé, vieux. Les rideaux fermés plongeaient la chambre dans la pénombre. Il ouvrit l'armoire. Les vêtements étaient là, mais peu nombreux. Très peu nombreux. Où étaient les robes qu'il lui avait achetées l'année dernière? Où était le manteau de laine qu'il lui avait envoyé en cadeau l'hiver? Romain descendit l'escalier en trébuchant, s'agrippant à la rampe. Il appela, la voix tremblante. « Maman? Rien. Maman, vous êtes là ?» Silence. Il traversa de nouveau le salon, passa par la cuisine et arriva à la porte de derrière qui donnait sur le jardin. Elle était ouverte. Romain sortit. Le jardin, autrefois un lieu de paix, était méconnaissable. Les figuiers sans feuilles, les branches tordues comme des doigts squelettiques. La pelouse morte. Mais au fond, près du mur, il y avait quelque chose. De la fumée. Une petite colonne de fumée s'élevant lentement. Romain marcha dans sa direction, marchant sur l'herbe sèche qui crissait sous ses chaussures. C'est alors qu'il la vit. Sa mère était là, Madame Thérèse. Mais ce n'était pas la femme qu'il avait laissée 3 semaines plus tôt. C'était son ombre, maigre, effroyablement maigre. Les os des épaules saillants sous son chemisier fin et usé, le visage creusé, les joues enfoncées, les yeux trop grands pour sa tête. Elle était accroupie à côté d'un réchaud improvisé, fait de briques et d'une vieille grille. Sur la grille, une petite casserole bouillait. Madame Thérèse remuait la soupe avec une cuillère en bois, lentement, comme si chaque mouvement lui coûtait toute l'énergie qui lui restait. Et devant elle, assise sur une cagette retournée, se trouvait une femme que Romain ne connaissait pas, ou pensait ne pas connaître. Elle était également maigre, également abattue. Ses vêtements étaient déchirés, sales, ses cheveux emmêlés couvrant une partie de son visage. Dans ses mains tremblantes, elle tenait un gobelet en plastique d'où s'échappait de la vapeur.
Elle buvait la soupe par petites gorgées, comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Madame Thérèse leva les yeux et vit son fils. Le choc fut instantané. Elle laissa tomber la cuillère en bois dans la casserole et porta la main à sa poitrine, les yeux écarquillés. « Romain ?» Sa voix sortit faible, rauque, presque inaudible. « Romain, tu es rentré ?» Romain ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait pas assimiler ce qu'il voyait. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. C'est alors qu'il entendit des pas précipités derrière lui. Il se retourna. C'était Madame Cécile, la voisine du numéro 128. Une dame d'environ 70 ans, les cheveux blancs noués en chignon, un tablier attaché à la taille. Elle arrivait presque en courant, le visage rouge d'effort, les yeux brillants de larmes contenues. « Romain, mon fils, Dieu merci, tu es rentré. » La voix de Madame Cécile était chargée d'émotion. « Dieu merci, je n'en pouvais plus de voir ça. Je n'en pouvais plus. » « Voir quoi ?» Romain retrouva enfin sa voix, mais elle sortit étrange, lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. « Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-il arrivé à ma mère ?» Madame Cécile regarda Madame Thérèse, puis la femme sur la cagette, puis de nouveau Romain. Elle prit une profonde inspiration, joignit les mains comme pour prier et dit, la voix basse mais ferme, « Viens avec moi, mon fils, viens avec moi, je vais tout te raconter. » Romain regarda sa mère. Madame Thérèse baissa les yeux honteuse, comme si elle avait commis un crime. Il sentit un nœud se former dans sa gorge. Il suivit Madame Cécile sur le côté de la maison, où se trouvaient les lavoirs et un petit banc en bois. Ils s'assirent. Le silence était dense, lourd. Madame Cécile essuya ses larmes du dos de la main et commença à parler. « Ça fait environ 5 semaines, Romain, peut-être 6. J'ai commencé à remarquer que ta mère était différente. Elle a toujours été menue, mais elle a commencé à maigrir beaucoup trop. Et elle ne sortait plus de chez elle, comme avant. Elle n'allait plus au marché, ne venait plus prendre le café avec moi le matin. J'ai trouvé ça bizarre. Je suis allé frapper à sa porte plusieurs fois. Elle ouvrait mais ne me laissait pas entrer. Elle disait que tout allait bien, que c'était juste de la fatigue, que ça irait mieux, mais je voyais dans ses yeux que ça n'allait pas. Pas du tout. « Et la femme ?» demanda Romain, la voix plus forte qu'il ne l'aurait voulu. « Qui est cette femme ?» Madame Cécile soupira profondément. « C'est là que j'ai découvert. Il y a une quinzaine de jours, je revenais de la boulangerie, il était environ 7 heures du matin, et j'ai vu ta mère dans la rue. Elle faisait du porte-à-porte, Romain. Elle frappait aux portes des voisins pour demander de la nourriture. Un morceau de pain, un œuf, un peu de riz. J'étais choqué. J'ai pensé qu'elle mourait de faim, qu'elle n'avait pas d'argent, que tu l'avais oubliée, mais ce n'était pas pour elle. C'était pour cette femme. Pour qui? Romain était perdu. Quelle femme? Marlène. Madame Cécile prononça le nom comme si c'était une évidence. L'infirmière qui a travaillé avec ta mère il y a environ 2 ans. Tu te souviens d'elle? Romain fronça les sourcils, cherchant dans sa mémoire. Marlène. Oui, il s'en souvenait vaguement. Quand Madame Thérèse avait eu cette forte pneumonie, il y a environ 2 ans, il avait engagé une infirmière pour s'occuper d'elle à la maison. Une femme d'âge mûr, calme, efficace. Elle était restée environ 3 mois, jusqu'à ce que sa mère soit complètement rétablie. Après ça, Romain ne l'avait plus jamais revue. Véronique avait dit qu'elle l'avait renvoyée parce qu'il n'en avait plus besoin. Oui, il s'en souvenait. « Qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça ?» demanda Romain. Madame Cécile regarda le jardin où Marlène buvait encore lentement sa soupe. Elle vit dans la rue, Romain. Depuis plus d'1 an. Ta femme l'a renvoyée d'une manière très laide. Elle a accusé cette pauvre femme d'avoir volé des bijoux, des choses de valeur. La police n'a rien trouvé, mais la femme a été marquée. Elle a perdu son emploi, sa réputation, elle a tout perdu. Elle s'est retrouvée à la rue. Et ta mère, quand elle l'a découvert, n'a pas pu lui tourner le dos. Romain sentit le sol se dérober sous ses pieds. Véronique avait accusé l'infirmière de vol. Il n'en avait jamais rien su. Véronique n'en avait jamais parlé. Elle avait seulement dit qu'elle l'avait licencié parce qu'il n'avait plus besoin de ses services. Comment ça, Marquet? Comment ça, elle a tout perdu? Madame Cécile continua. Ta mère a commencé à chercher Marlène dans les rues. Elle l'a trouvée près de la gare routière, dormant sous un auvent. Elle l'a amenée ici. Elle a commencé à lui donner à manger, à lui offrir une douche, à partager ce qu'elle avait.
Sauf que ce qu'elle avait, Romain, c'était presque rien. Ta mère survivait avec de l'eau et du sucre. De l'eau et du sucre. Parfois un biscuit sec, que quelqu'un lui donnait. Mais elle partageait tout avec Marlène. Tout. Romain se leva du banc, la respiration accélérée. Ça n'a aucun sens. Je lui envoie de l'argent tous les mois, tous les 5 mois. 1500 €. Où est cet argent? Madame Cécile secoua la tête, les lèvres pincées. C'est ce que personne ne sait, mon fils. Ta mère n'a pas de carte, n'a accès à rien. J'ai essayé de lui demander, mais elle ne parle pas. On dirait qu'elle a peur. Peur de qui? Je ne sais pas. Mais elle a peur. Romain se passa les mains sur le visage, essayant d'organiser ses pensées. Rien n'avait de sens. Il envoyait de l'argent chaque mois sur le compte de sa mère. Véronique confirmait toujours que le virement avait été fait. Comment était-il possible que Madame Thérèse soit dans cette situation? Il retourna dans le jardin. Sa mère était toujours accroupie à côté du réchaud, mais maintenant, elle le regardait avec une expression que Romain n'avait jamais vue auparavant. C'était de la peur pure. Madame Thérèse ressemblait à une enfant effrayée, sur le point d'être punie. Romain s'agenouilla à côté d'elle et prit ses mains. Elles étaient glacées, osseuses, la peau fine comme du papier. « Maman, dit-il, la voix tremblante, qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi êtes-vous comme ça? Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé ?» Madame Thérèse baissa les yeux. « J'ai essayé, mon fils. J'ai essayé plusieurs fois, mais ton téléphone ne sonnait jamais. Il tombait toujours directement sur la messagerie vocale. J'ai pensé que tu étais trop occupé, que tu ne voulais pas me parler. Alors j'ai arrêté d'essayer. » Romain sentit son sang se glacer dans ses veines. Il sortit son téléphone de sa poche et ouvrit la liste d'appels. Aucun appel manqué de sa mère. Aucun. Il entra dans les paramètres et alla dans la liste des contacts bloqués. Son cœur s'arrêta. Il était là. Maman. Le numéro de Madame Thérèse était bloqué. Bloqué sur son téléphone. Mais il n'avait jamais fait ça. Romain se leva en chancelant. Qui a eu accès à mon téléphone? Qui aurait pu faire ça? La réponse vint rapidement, claire, inéluctable. Véronique. Elle avait son mot de passe. Elle touchait constamment à son téléphone pour vérifier ses rendez-vous, répondre à des messages de travail. Elle avait un accès total. Il regarda sa mère Marlène, le réchaud improvisé, le jardin mort, et alors, comme si toutes les pièces d'un puzzle sinistre commençaient à s'emboîter, Romain comprit. Quelqu'un faisait ça exprès. Quelqu'un voulait que Madame Thérèse souffre. Quelqu'un voulait l'isoler, la détruire. Et ce quelqu'un était la personne en qui il avait le plus confiance au monde. Romain aida sa mère à se relever. Elle pesait moins qu'un enfant. Il la serra dans ses bras, sentant les os sous la peau fine, et lui murmura à l'oreille. « Je vais découvrir qui vous a fait ça. Je vous le promets. Et je vais tout arranger. » Madame Thérèse se mit à pleurer, tout son corps tremblant. Romain regarda Marlène, qui tenait toujours le gobelet vide, les yeux fixés sur le sol. Il ne connaissait pas encore toute la vérité, mais une chose était sûre, ça n'allait pas en rester là. Ça n'allait pas se terminer comme ça. La nuit commençait à tomber sur Lyon, et le jardin de la rue des Acacias était plongé dans l'ombre. Mais à l'intérieur de Romain, une flamme commençait à s'allumer. Une flamme de colère, de détermination, de justice. Il irait au fond des choses. Il découvrirait chaque détail, chaque mensonge, chaque trahison. Et quand il découvrirait, le monde entier le saurait. Romain s'assit par terre à côté de sa mère et de Marlène. Les 3 silhouettes, éclairées seulement par la faible lueur du réchaud, semblaient être les personnages d'un tableau triste, une scène que personne ne devrait jamais voir. Il prit de nouveau la main de sa mère et la serra fort. « Vous n'êtes plus seule, maman. Je suis là maintenant, et je vais tout arranger. » Madame Thérèse hocha la tête, toujours en pleurant. Marlène leva les yeux pour la première fois et regarda Romain. Il y avait là une gratitude silencieuse, mais aussi une tristesse profonde, comme si elle savait que le mal était déjà fait et qu'il n'y avait peut-être pas de retour en arrière. Romain ne connaissait pas encore l'ampleur de la toile dans laquelle il entrait, mais il sentait qu'elle était plus grande, beaucoup plus grande qu'il ne l'imaginait, et dans les heures, dans les jours à venir, il allait démêler chaque fil de cette toile jusqu'à atteindre le centre, jusqu'à atteindre la vérité. La nuit tomba lourdement sur Lyon.
Romain ne parvenait pas à quitter le jardin. Il resta là, assis sur le sol, froid à côté de sa mère, observant Marlène finir sa soupe en silence. Madame Cécile apporta de vieilles couvertures de chez elle et insista pour que les deux femmes entrent, disant qu'il était dangereux de rester dehors avec le froid qu'il faisait. Mais Madame Thérèse refusa. Elle disait que Marlène ne pouvait pas entrer, qu'il y avait des ordres, que ce n'était pas permis. Romain ne comprenait pas. Des ordres de qui? Permis par qui? C'était sa maison. Elle en était la propriétaire. Comment quelqu'un pouvait-il lui interdire de faire quelque chose dans sa propre maison? Romain finit par convaincre sa mère d'entrer. Il l'aida à se lever, la tenant par le bras comme si elle était de cristal, sur le point de se briser à tout moment. Marlène resta derrière, recroquevillée sur la cagette, tremblant de froid même avec la couverture sur ses épaules. Romain lui promit qu'il reviendrait, qu'il réglerait tout, que plus personne ne dormirait dans la rue. Elle hocha simplement la tête, les yeux vides, comme si elle avait déjà renoncé à croire aux promesses. À l'intérieur, Romain alluma toutes les lumières. La lumière jaunâtre des vieilles ampoules révéla encore plus la désolation du lieu. Il guida sa mère jusqu'au canapé et la fit s'asseoir. Puis il alla à la cuisine et ouvrit tous les placards. Vide, complètement vide. Pas un paquet de pâtes, pas une boîte de sauce tomate, pas un sachet de riz. Rien. Seulement le garde-manger verrouillé, se moquant de lui avec ce cadenas brillant. Romain prit un tournevis dans la boîte à outils qui se trouvait sous l'évier et força le cadenas. La porte du garde-manger s'ouvrit avec un grincement. À l'intérieur, au lieu de nourriture, il trouva des boîtes. Des boîtes et des boîtes de produits de beauté. Des crèmes hors de prix, des parfums importés, du maquillage de marque de luxe. Tout était empilé, encore avec les étiquettes de prix. Romain prit une des boîtes et lut l'étiquette. Elle était adressée à Viviane, la sœur de Véronique. L'adresse était celle d'une boutique à Clermont-Ferrand. Il ouvrit une autre boîte. Même chose. Et une autre. Et une autre. Toutes pour Viviane. Tous des produits d'une boutique que, Romain s'en souvenait maintenant, Véronique avait mentionné aider sa belle-sœur à ouvrir. Les pièces commençaient à s'assembler. L'argent qu'il envoyait à sa mère n'arrivait pas jusqu'à elle. Il était détourné. Et il était utilisé pour financer l'entreprise de Viviane. Romain sentit la colère monter comme de la lave chaude dans sa poitrine. Il ferma le garde-manger avec force et retourna dans le salon. Madame Thérèse était recroquevillée sur le canapé, les yeux fermés, les mains jointes sur ses genoux. « Maman ». Romain s'assit à côté d'elle, la voix contrôlée, essayant de ne pas l'effrayer. « J'ai besoin que vous me racontiez tout ce qui s'est passé, depuis le début. S'il vous plaît. » Madame Thérèse ouvrit lentement les yeux. Il y avait là un mélange de peur et de honte qui brisa le cœur de Romain. Elle prit une profonde inspiration, rassembla ses forces et commença à parler. La voix sortait faible, tremblante, comme si chaque mot lui coûtait un morceau d'âme. « C'était juste après ton premier voyage à l'étranger, mon fils. Tu te souviens? C'était en février de cette année. Tu devais partir un mois. Véronique est venue ici 2 jours après ton départ. Elle a dit qu'elle devait me parler. Nous nous sommes assises dans la cuisine et elle m'a dit que tu t'inquiétais de mes dépenses, que je dépensais trop en supermarché, en factures d'électricité, en bêtises. J'étais confuse parce que je n'ai jamais beaucoup dépensé. J'ai toujours été économe. Mais elle a insisté, elle a dit que tu lui avais demandé de s'en occuper, pour ne pas t'inquiéter pendant ton voyage. » Romain serra les poings. Véronique n'avait jamais mentionné ça. Jamais. Il n'avait jamais rien dit sur les dépenses de sa mère, jamais réclamé, jamais demandé à Véronique d'intervenir. Mais il laissa sa mère continuer. « Elle a pris mes cartes, mon fils. Elle a dit qu'elle s'occuperait des courses, qu'elle ferait les choses correctement, que c'était mieux ainsi. J'ai eu confiance, c'est ta femme. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait. Mais après ça, elle n'est jamais revenue avec les cartes. Et quand je demandais, elle disait que tout allait bien, que l'argent était bien utilisé, que je n'avais pas à m'inquiéter. »« Et la nourriture ?» demanda Romain, essayant de garder sa voix calme. « Comment mangiez-vous » Madame Thérèse baissa les yeux. Au début, elle envoyait des sacs de courses 1 fois par semaine, mais ensuite, ça a commencé à être moins fréquent. Puis c'est passé à 1 fois toutes les 2 semaines. Puis ça s'est arrêté. J'essayais de l'appeler, mais elle ne répondait pas. J'essayais de
T'as appelé, mais ton téléphone ne sonnait jamais. Je ne savais pas quoi faire. J'ai commencé à demander de l'aide aux voisins. Ils me donnaient un peu de riz, un peu de haricots. Je faisais durer le plus longtemps possible. Mais quand j'ai trouvé Marlène dans la rue, maigre comme un clou, dormant sous la pluie, je n'ai pas pu la laisser là. Je n'ai pas pu, mon fils. Elle s'est occupée de moi quand j'étais malade. Comment pouvais-je lui tourner le dos? Les larmes coulaient maintenant sur le visage de Madame Thérèse. Mais elle continua. J'ai commencé à partager le peu que j'avais. Mais ce n'était pas suffisant. Alors je suis sorti demander de porte en porte. J'avais honte, mon fils. Très honte. Mais c'était la seule chose que je pouvais faire. Et même comme ça, Véronique l'a découvert. Elle est apparue ici il y a environ 3 semaines. Elle est venue avec Viviane. Elles m'ont crié dessus. Elles ont dit que je faisais la folle, que je te faisais honte, que les gens du quartier allaient penser que tu ne t'occupais pas de moi. Elles ont renvoyé Marlène. Mais elle est revenue, et j'ai continué à lui donner à manger en cachette. Sauf qu'ensuite, elles ont verrouillé le garde-manger. Elles ont mis ce cadenas. Et il n'est plus rien resté. Romain ne pouvait plus retenir ses propres larmes. Elles tombaient chaudes, silencieuses, alors qu'il écoutait sa mère décrire des mois de souffrance. Des mois qu'il avait passés à voyager, à conclure des affaires, à dormir dans des hôtels de luxe, sans savoir que sa propre mère mendiait de la nourriture dans les rues. Il prit son téléphone et ouvrit l'application de la banque. Il accéda au relevé de compte de sa mère. Là se trouvaient les virements mensuels qu'il faisait, 1500 € chaque 10 du mois. Mais en regardant les retraits, il vit que l'argent était retiré le jour même, la totalité du montant en une seule fois, et les retraits étaient toujours effectués au même distributeur de billets, un distributeur à Clermont-Ferrand, dans la rue où se trouvait la boutique de Viviane. Romain se passa la main sur le visage, essayant de contrôler la fureur qui explosait en lui. Véronique avait accès aux cartes de sa mère. Véronique retirait l'argent. Véronique détournait tout pour sa sœur, et en plus elle enfermait la nourriture, isolait Madame Thérèse, l'empêchant d'avoir des contacts avec son fils. C'était un plan cruel, calculé, méticuleux. Mais pourquoi? Qu'est-ce que Véronique y gagnait? Que voulait-elle? Romain se leva du canapé et retourna dans la chambre de sa mère. Il avait besoin de réponses. Il avait besoin de preuves. Il ouvrit les tiroirs de la commode, fouilla les vêtements, chercha dans tous les coins, et c'est là qu'il le trouva. Sous le matelas, caché entre le sommier et le tissu, il y avait un cahier à couverture rigide, bleu, au bord usé. Romain le prit et l'ouvrit. C'était un journal, le journal de sa mère. Les premières pages dataient de plusieurs mois. Janvier, février. Madame Thérèse écrivait d'une écriture soignée, chaque mot soigneusement formé. Romain commença à lire et sentit le monde s'effondrer. 10 février. Véronique est venue aujourd'hui. Elle a dit que Romain s'inquiète de mes dépenses. J'ai donné mes cartes. J'espère que je fais ce qu'il faut. Dieu sait que je veux seulement aider mon fils. 25 février. Je suis sans nourriture depuis 3 jours. Véronique n'a pas apporté les courses. J'ai essayé d'appeler, mais elle ne répond pas. Madame Cécile m'a donné un peu de riz. Je vais le faire durer. 5 mars. J'ai trouvé Marlène dans la rue aujourd'hui. Mon Dieu, elle est si maigre. Je lui ai donné le reste du riz que j'avais. Elle a tellement pleuré. Elle a dit que plus personne ne la regarde. Je ne peux pas la laisser comme ça. Je ne peux pas. 15 mars. Marlène est revenue. Elle dort dans le jardin. Je lui ai donné une vieille couverture et la soupe que j'ai faite avec les os que j'ai pris chez le boucher. Véronique ne doit pas le savoir. Elle va être en colère, 30 mars. Je suis sorti demander de la nourriture dans les maisons. Quelle honte, mon Dieu. Mais Marlène doit manger. Moi aussi. Dieu me pardonnera. Il sait que je veux seulement aider. Les entrées continuaient. Avril, mai, juin, juillet, août. Chacune plus désespérée que la précédente. Madame Thérèse écrivait sur les jours sans nourriture, sur les nuits où elle priait pour avoir de la force, sur les fois où elle avait failli s'évanouir de faiblesse. Mais toujours, elle disait que Dieu prendrait soin d'elle, que tout irait bien, que ce n'était qu'un jour de plus, juste un jour de plus. Romain arriva aux dernières entrées, 20 août. Véronique est venue avec sa sœur. Elles m'ont crié dessus.
Elles ont dit que je suis folle, que je me ridiculise. Elles ont verrouillé le garde-manger. Je ne sais plus quoi faire. Mais je ne peux pas laisser Marlène mourir de faim, je ne peux pas. 27 août. Ça fait 4 jours que je n'ai bu que de l'eau. Marlène aussi. J'ai réussi à avoir un vieux pain chez le boulanger du coin. Je l'ai partagé avec elle. Mes os me font mal. Mes jambes ne me tiennent plus bien. Mais Dieu ne m'abandonnera pas. Il ne le fera pas. 2 septembre. Romain rentre demain ou après-demain. J'espère qu'il rentrera vite. J'ai si peur de mourir avant de revoir mon fils. Si peur. La dernière entrée datait de la veille. 5 septembre. Peut-être que je ne tiendrai pas beaucoup plus longtemps, mais si Dieu me prend, qu'il sache que j'ai fait ce que j'ai pu, que je n'ai pas tourné le dos à ceux qui en avaient besoin, que j'ai aimé jusqu'à la fin. Romain ferma le cahier et le serra contre sa poitrine. Il ne pouvait plus respirer correctement. Les larmes coulaient sans arrêt, mouillant la couverture bleue du journal. Sa mère se préparait à mourir. Elle écrivait ses derniers mots comme quelqu'un qui écrit un testament. Et tout cela pendant qu'il voyageait, dormait dans des hôtels 5 étoiles, concluait des contrats millionnaires. Il retourna dans le salon, le journal à la main. Madame Thérèse le regarda et comprit. Elle vit qu'il avait lu. Elle vit qu'il savait. Romain s'agenouilla devant elle et posa le journal sur ses genoux. « Maman, pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Pourquoi n'avez-vous pas crié, fait un scandale, tout cassé jusqu'à ce que je vous... entende ?» Madame Thérèse caressa la couverture du cahier, les yeux perdus quelque part au loin. « Parce que je pensais que c'était de ma faute, mon fils. Je pensais que j'avais fait quelque chose de mal, que j'avais trop dépensé, trop parlé, trop existé. Je ne voulais pas être un fardeau pour toi. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Tu travailles déjà tellement, tu fais déjà tellement. Je voulais juste disparaître sans déranger personne. » Romain serra sa mère si fort qu'il sentit ses os bouger sous sa peau fine. Il pleura comme il n'avait pas pleuré depuis son enfance. Il pleura pour sa mère, pour Marlène, pour tous les jours perdus, pour toute la douleur qu'il n'avait pas vue, pour toute la confiance qu'il avait accordée à la mauvaise personne. Quand il se calma enfin, Romain se leva et s'essuya le visage. Il prit son téléphone et appela Véronique. Le téléphone sonna 3 fois avant qu'elle ne réponde. Sa voix était douce, tranquille, comme si de rien n'était. « Salut, mon amour. Tu es rentré? Comment s'est passé le voyage ?» Romain prit une profonde inspiration. « Je suis chez ma mère. » Silence de l'autre côté. Puis, la voix de Véronique devint légèrement tendue. « Ah oui? Tout va bien pour elle ?» Romain ferma les yeux, contrôlant son ton. « Tu as bloqué son numéro sur mon téléphone. » Un autre silence. Plus long. Quand Véronique parla, il y avait une froideur dans sa voix que Romain n'avait jamais remarquée auparavant. J'ai fait ce qui était nécessaire. Elle appelait tout le temps, se plaignait de tout, t'inquiétait pour rien. Tu as une entreprise à gérer. Tu ne peux pas te laisser distraire par ces choses-là. Ces choses-là? Romain sentit la colère monter de nouveau. Ces choses-là, c'est ma mère. Et tu as enfermé la nourriture. Tu as pris ses cartes. Tu as détourné l'argent que j'envoyais. Véronique eut un rire court et sec. Je n'ai rien détourné. L'argent est bien utilisé. J'investis dans l'entreprise de ma sœur. C'est un investissement intelligent. Tu devrais me remercier. Romain ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il raccrocha. Ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien de discuter avec quelqu'un qui ne voyait aucun problème dans ce qu'elle avait fait. Quelqu'un qui pensait que maltraiter une personne âgée était un investissement intelligent. Il appela un ami médecin et lui demanda de venir immédiatement à la maison. Il lui demanda d'apporter du sérum, des vitamines, des médicaments, tout ce qui était nécessaire. Puis il appela une pizzeria et commanda 3 grandes pizzas. Madame Thérèse essaya de protester, disant que c'était du gaspillage, qu'elle n'avait pas besoin de temps. Mais Romain insista. « Aujourd'hui, vous allez manger jusqu'à plus faim, maman. Et demain aussi. Et après-demain. Tous les jours jusqu'à ce que vous retrouviez des couleurs. » Quand la pizza arriva, Romain appela Marlène à l'intérieur. Elle entra lentement, intimidée, comme si elle s'attendait à être expulsée à tout moment. Il la fit s'asseoir, à table, mit 3 grandes parts dans son assiette et dit « Mange, mange sans crainte. Ici, personne ne te prendra ta nourriture. Plus jamais. » Marlène mangea lentement, chaque bouchée une éternité, comme si elle ne pouvait pas croire que c'était réel. Madame Thérèse mangea aussi, mais peu. Son estomac n'acceptait plus beaucoup de nourriture d'un coup.
Romain mangea machinalement, sans sentir le goût de rien. Sa tête était loin, traitant tout ce qu'il avait découvert, planifiant les prochaines étapes. Le médecin arriva vers 10 heures du soir. Il examina Madame Thérèse et Marlène. Il fut choqué par leur état de dénutrition. Il leur administra du sérum, des vitamines, prescrivit des médicaments, donna des conseils sur l'alimentation. Il dit qu'elles auraient besoin d'un suivi médical constant dans les semaines à venir. Romain le remercia et promit de s'occuper de tout. Quand le médecin partit, Romain s'assit à la table de la cuisine et ouvrit son ordinateur portable. Il commença à enquêter. Il accéda aux comptes bancaires, aux relevés, aux justificatifs. Et plus il enquêtait, plus il découvrait. Il n'y avait pas que les 1500 € de sa mère qui étaient détournés. Véronique avait accès aux comptes de l'entreprise. Et au cours des 6 derniers mois, de petites sommes avaient été transférées de manière irrégulière. 500 € par-ci, 800 par-là. Jamais des montants assez importants pour attirer l'attention. Mais en additionnant tout, c'était près de 50 000 € qui avaient disparu, tous transférés sur le compte de Viviane. Romain découvrit aussi quelque chose de troublant. Véronique avait contacté 3 avocats différents ces derniers mois, et tous spécialisés en mise sous tutelle. Il réussit à accéder à quelques emails via leur compte partagé et lut des conversations où Véronique discutait de la possibilité de déclarer Madame Thérèse mentalement incapable. Il y avait des mentions de faux rapports médicaux, de témoins qui pourraient être achetés, de moyens de transférer la maison de la rue des Acacias à son nom. Romain sentit un frisson parcourir son échine. Ce n'était pas seulement de la cupidité, c'était un plan complet. Un plan pour détruire sa mère, l'isoler, la rendre légalement incapable et prendre tout ce qu'elle avait. Et après? Après quoi? Interner Madame Thérèse quelque part? La laisser mourir de faim dans une maison de retraite bon marché tout en vendant la maison? Romain imprima tous les documents, tous les relevés, toutes les conversations. Il garda tout dans un dossier. Demain, il irait voir un avocat, un bon avocat. Et il poursuivrait Véronique pour tout. Détournement de fonds, maltraitance, falsification de documents, tout. Mais tandis que l'imprimante crachait feuille après feuille, Romain regarda le salon où Madame Thérèse dormait sur le canapé, couverte d'une couverture que Madame Cécile avait apportée. Il regarda Marlène, recroquevillée dans le fauteuil, enfin dans un endroit chaud et sûr, et il comprit que les poursuites judiciaires, l'argent récupéré, la sanction légale, rien de tout cela n'effacerait les mois de souffrance. Rien de tout cela ne rendrait les jours où sa mère avait mendié de la nourriture de porte en porte. Rien de tout cela ne guérirait l'humiliation, la faim, la peur. Romain éteignit l'ordinateur portable, appuya ses coudes sur la table et enfouit son visage dans ses mains. Il avait échoué. Échoué en tant que fils, en tant que protecteur, en tant que présence. Il avait fait confiance à la mauvaise personne et laissé la bonne personne souffrir seule. Et maintenant, même s'il réparait tout, même s'il récupérait chaque centime, même si Véronique payait pour tout ce qu'elle avait fait, rien ne serait plus comme avant. Dehors, la ville dormait. Les lumières des maisons s'éteignaient une à une. Le silence de la nuit couvrait le quartier de la Guillotière, comme un lourd manteau. Et à l'intérieur de la maison de la rue des Acacias, Romain fit une promesse silencieuse. Une promesse que désormais plus rien ne serait négligé. Aucun appel ignoré, aucune visite reportée, aucune confiance accordée sans surveillance. Il avait appris de la pire des manières que l'absence, même baignée de bonnes intentions, est une forme d'abandon. Et il n'abandonnerait plus jamais sa mère. Le matin arriva, gris sur Lyon. Romain n'avait pas dormi. Il avait passé toute la nuit assis à la table de la cuisine, entouré de documents, de relevés bancaires et de notes. Chaque nouvelle découverte était un coup de poignard. Chaque transaction suspecte, chaque email compromettant, chaque trace de mensonge et de manipulation. Il constitua un dossier complet, tout organisé, tout documenté. Quand le soleil commença à se lever, peignant le ciel de tons orangés, Romain se leva et prépara du café. Un café fort, corsé, comme Madame Thérèse en faisait toujours quand il était enfant et devait étudier pour ses examens. Madame Thérèse se réveilla à l'odeur. Elle ouvrit lentement les yeux, confuse, comme si elle ne se souvenait pas où elle était. Quand elle vit son fils dans la cuisine, un faible sourire apparut sur son visage. Romain servit le café dans une grande tasse, ajouta du lait et du sucre et le lui apporta. « Buvez doucement, maman.
Aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'énergie. » Marlène se réveilla aussi. Elle semblait encore effrayée, regardant toujours autour d'elle, comme si elle s'attendait à être expulsée à tout moment. Romain lui servit également du café, avec du pain frais et chaud qu'il était allé chercher à la boulangerie à 6 heures du matin. Les deux femmes mangèrent en silence, chaque bouchée lente, chaque gorgée prudente, comme si elles ne croyaient toujours pas que c'était réel. À 9 heures du matin, Romain passa un appel. C'était pour André, un avocat pénaliste qu'il connaissait depuis ses années d'université. André s'occupait d'affaires complexes, difficiles, impliquant des fraudes et des crimes financiers. Romain expliqua la situation en détail. André écouta tout sans l'interrompre et à la fin dit « J'arrive. Ne touchez à rien. C'est plus grave que vous ne l'imaginez. » André arriva 1 heure plus tard. C'était un homme, d'une quarantaine d'années, grand, portant des lunettes, toujours avec une mallette en cuir sous le bras. Il salua Madame Thérèse et Marlène avec respect, s'assit à la table et demanda à tout voir. Romain lui montra les documents, les relevés, le journal, les emails. André lisait attentivement, prenant des notes sur un bloc. Quand il eut terminé, il retira ses lunettes, se frotta les yeux et dit « Romain, ce n'est pas seulement une affaire de détournement d'argent. C'est un système, et d'après ce que je vois, ce n'est pas un cas isolé. » « Comment ça, pas un cas isolé ?» demanda Romain. André ouvrit son ordinateur portable, tapa quelques mots et tourna l'écran vers Romain. « Regarde ça. Ces 2 dernières années, il y a eu une augmentation significative des cas de mise sous tutelle de personnes âgées dans la métropole de Lyon. Et dans beaucoup de ces cas, il y a un schéma. Des membres de la famille, généralement des brusses ou des gendres, prennent le contrôle des finances, allèguent une démence ou une incapacité mentale, isolent la personne âgée et transfèrent les biens. Il y a même un terme pour ça. Le gaslighting financier. Et il y a des gens qui enseignent ça. Il y a des cours, des consultations, des groupes sur les réseaux sociaux. Romain sentit son estomac se nouer. Des cours? Des consultations? Vous voulez dire qu'il y a des gens qui enseignent comment faire ça? André hocha la tête. Et ce ne sont pas n'importe qui. Ce sont des avocats malhonnêtes, des psychologues sans scrupules, même des assistants sociaux corrompus. Ils vendent l'idée comme s'il s'agissait d'une planification financière intelligente. Ils disent que c'est un moyen de protéger le patrimoine familial. Mais en réalité, c'est de l'abus, c'est un crime. Et d'après ce que je vois ici, votre femme a participé à au moins un de ces groupes. Romain regarda l'écran. C'était là. Une capture d'écran d'un groupe privé sur Facebook. Le nom du groupe était « Gestion familiale intelligente » et parmi les membres, il y avait le profil de Véronique. André cliqua et montra quelques publications. Des femmes partageant des stratégies sur la manière de prendre le contrôle des comptes bancaires de leurs beaux-parents, de convaincre des médecins de signer des certificats d'incapacité, d'isoler les personnes âgées de leurs amis et de leurs familles pour éviter les dénonciations. C'était nauséabond. C'était un manuel complet d'abus. Et ce n'est pas tout, continua André. Ce groupe est lié à une certaine docteure Flavie Roche. Elle est psychologue, mais elle a perdu son droit d'exercer il y a environ 3 ans pour pratiques contraires à l'éthique. Maintenant, elle se présente comme consultante en relations familiales. Et elle facture cher. 5 000 € par séance. Et vous savez qui fait partie de son groupe de clients? Votre belle-sœur, Viviane. Romain se passa la main sur le visage. La situation empirait de plus en plus. Ce n'était pas seulement Véronique, ce n'était pas seulement de la cupidité isolée. C'était un réseau organisé avec des méthodes, une formation, avec des gens qui gagnaient de l'argent en enseignant à d'autres comment détruire des personnes âgées. André ferma son ordinateur portable. « Romain, j'ai besoin que vous m'autorisiez à faire certaines choses. Premièrement, je vais déposer une plainte auprès du procureur de la République. Il s'agit ici de maltraitance, de détournement de fonds, de falsification de documents. Deuxièmement, je vais demander une mesure de protection pour votre mère. Véronique ne peut pas s'approcher d'elle. Troisièmement, je vais enquêter sur ce groupe. Si nous pouvons prouver qu'il s'agit d'une organisation criminelle, nous pouvons tout faire tomber. Arrêtez toutes les personnes impliquées. » Romain hocha la tête. « Faites tout ce qui doit être fait. Tout. » André se leva, prit sa mallette et se prépara à partir. Mais avant de s'en aller,
Il regarda Madame Thérèse, qui était assise sur le canapé, écoutant tout en silence. « Madame Thérèse, vous êtes une femme très forte, très courageuse. Ce que vous avez fait pour Marlène, en partageant de la nourriture même sans rien avoir, c'est de l'héroïsme. Vous lui avez sauvé la vie. Et maintenant, nous allons obtenir justice. Je vous le promets. » Madame. Thérèse hocha la tête, les yeux embués de larmes. « Merci, monsieur. Merci de me croire. » Quand André partit, Romain s'assit à côté de sa mère. Il prit sa main et la serra. « Maman, maintenant j'ai besoin que vous me racontiez quelque chose. » Marlène. Que s'est-il passé exactement avec elle? Pourquoi Véronique l'a-t-elle renvoyée de cette façon? Madame Thérèse prit une profonde inspiration. « C'était à cause d'un collier, mon fils. Un collier de perles que Véronique a dit avoir disparu. Elle a accusé Marlène de l'avoir volé. Elle a appelé la police, a fait un scandale. La police a fouillé les affaires de Marlène, mais n'a rien trouvé. Malgré tout, Véronique a raconté à tout le monde qu'elle était une voleuse. La pauvre a perdu tous les autres emplois qu'elle avait. Plus personne ne voulait l'embaucher. Elle s'est retrouvée sans argent, a perdu son logement, a fini à la rue. »« Et le collier ?» demanda Romain. « Est-il réapparu ?» Madame Thérèse marqua une pause, les yeux fixés sur le sol. « Oui, il est réapparu. Environ 6 mois plus tard. Il était dans le tiroir de Véronique. C'est elle-même qui l'a trouvé, mais elle ne s'est jamais excusée auprès de Marlène. Elle n'a jamais cherché à laver son nom. Elle a simplement laissé cette femme ruinée. » Romain sentit la colère exploser à nouveau en lui. Véronique avait détruit la vie d'une femme innocente, et elle n'avait même pas ressenti de remords. Elle n'avait même pas essayé de réparer son erreur. Elle avait simplement continué sa vie comme si de rien n'était. Il se leva et alla dans le jardin où Marlène était assise par terre, regardant le ciel. Romain s'accroupit à côté d'elle. « Marlène, je sais ce qui s'est passé. Je sais que vous avez été accusée à tort. Et je vais réparer ça. Je vais laver votre nom. Je vais vous aider à recommencer. » Marlène tourna son visage vers lui, les yeux pleins de larmes. « Pourquoi faites-vous ça? Vous ne me connaissez même pas bien. » Romain sourit, un sourire triste. « Parce que vous vous êtes occupé de ma mère quand elle en avait besoin, et parce que vous ne méritiez pas ce qu'on vous a fait. Personne ne le mérite. » Marlène se mit à pleurer. Ce n'était pas un pleur dramatique, mais un pleur silencieux, de soulagement, de gratitude, de quelqu'un qui voyait enfin une lumière au bout d'un tunnel très sombre. Cet après-midi-là, Romain reçut un appel de Véronique. Elle était furieuse. « Romain, qu'est-ce que tu crois faire? André m'a appelé pour parler de procès, de mesures de protection, de plainte au parquet. Tu es devenu fou ?» Romain garda sa voix calme. « J'ai tout découvert, Véronique. L'argent que tu as détourné, les cartes que tu as prises, la nourriture que tu as enfermée, le groupe auquel tu participes, les plans de mise sous tutelle, tout. » Silence, de l'autre côté. Puis, la voix de Véronique devint froide, dangereuse. « Tu n'as aucune preuve. » Romain sourit. « J'ai toutes les preuves, emails, relevés, conversations, documents. Et ce n'est pas tout. Je vais rendre tout ça public. Je vais montrer à tout le monde ce que tu as fait, à ma mère, à Marlène, à combien d'autres personnes, toi et ta sœur, avez détruites. » Véronique lui raccrocha au nez. Romain savait qu'elle était désespérée. Et les gens désespérés font des choses insensées. Le lendemain, Véronique se présenta à la maison de la rue des Acacias. Elle n'est pas venue seule. Elle a amené Viviane et 2 autres femmes que Romain ne connaissait pas. Elles frappèrent violemment à la porte, criant, exigeant d'entrer. Romain ouvrit la porte, mais resta dans l'embrasure, bloquant le passage. « Que voulez-vous » Véronique était bouleversée. Les cheveux en désordre, le visage rouge, les yeux injectés de sang. « Je veux parler à ta mère. » « Maintenant. »« Ma mère ne veut pas te parler, » dit Romain, la voix ferme. Véronique tenta de pousser Romain, mais il ne bougea pas. Elle se mit à crier. « Ta mère est une menteuse. Elle a tout inventé. Elle est sénile. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Elle a besoin d'aide. Elle doit être internée. » Romain sentit la fureur monter. « Internée ? Tu allais interner ma mère pour récupérer sa maison. C'était ça le plan. » Viviane fit un pas en avant. « Écoute, Romain, tu ne comprends rien aux affaires. On investissait cet argent. On allait tout rendre, avec les intérêts. C'était un prêt temporaire. »« Un prêt temporaire ?» répéta Romain incrédule. « Vous avez laissé ma mère mourir de faim. Elle mendiait de la nourriture.
Elle se préparait à mourir. Et vous appelez ça un prêt temporaire? Les deux autres femmes tentèrent de s'approcher, mais à ce moment-là, Madame Cécile apparut. Et elle n'était pas seule. Elle avait amené 5 voisins avec elle, tous avec leurs téléphones à la main en train de filmer. Véronique le remarqua et recula. « Vous filmez? Vous n'avez pas le droit de faire ça. » Madame Cécile fit un pas en avant, la voix haute et claire. « Si, on a le droit. Et on va montrer à tout le monde ce que vous avez fait. Madame Thérèse est une sainte. Une sainte. Et vous avez essayé de la faire mourir de faim. Vous allez payer pour ça. » Véronique regarda autour d'elle, vit les voisins, les téléphones, vit qu'elle était perdue. Elle tira Viviane par le bras et commença à reculer. « Ça ne va pas en rester là, Romain. J'ai aussi un avocat, tu vas le regretter. » Romain croisa les bras. « J'ai déjà regretté. J'ai regretté de t'avoir fait confiance. Maintenant, va-t'en, et ne reviens plus. » Véronique et les autres femmes montèrent dans la voiture et partirent, les pneus crissant sur l'asphalte. Les voisins continuèrent de filmer jusqu'à ce que la voiture disparaisse au coin de la rue. Ensuite, ils se réunirent dans la maison de Madame Thérèse. Ils s'assirent dans le salon, la cuisine, le jardin, et ils commencèrent à raconter des histoires. Madame Maryse, du numéro 110, raconta que son fils lui avait fait quelque chose de similaire. Il avait pris ses cartes, enfermé la nourriture, dit qu'elle devenait oublieuse. Elle avait dû aller vivre avec sa sœur dans une autre ville pour s'échapper. Monsieur Georges, du numéro 92, dit que sa belle-fille avait tenté de le faire interner de force. Elle prétendait qu'il avait Alzheimer, mais il n'avait rien. C'était juste une excuse pour récupérer sa retraite. Madame Irène, du numéro 150, pleura en racontant que sa fille avait vendu sa maison sans qu'elle le sache. Elle avait falsifié sa signature sur des documents. Quand elle l'a découvert, il était trop tard. Elle était sans maison, sans argent, sans rien. Romain écoutait tout, horrifié. Ce n'étaient pas des cas isolés. C'était 15, 20, peut-être plus. Tous dans le même quartier, tous avec le même schéma. Des membres de la famille prenant le contrôle, isolant les personnes âgées, détournant des ressources, falsifiant des documents. C'était une épidémie silencieuse. Une épidémie d'abus que personne ne voyait parce qu'elle se produisait à l'intérieur des maisons, loin des yeux du monde. Madame Cécile eut une idée. Nous devons exposer cela. Nous devons montrer au monde ce qui se passe ici. Et je sais comment. Elle prit son téléphone et enregistra une vidéo. Elle parla de Madame Thérèse, de Marlène, de Véronique, du système. Elle montra la maison abandonnée, le garde-manger verrouillé, le réfrigérateur vide. Puis, elle demanda aux autres voisins d'enregistrer aussi. Chacun racontant son histoire, chacun montrant les preuves qu'il avait. Quand ils eurent terminé, Madame Cécile posta tout sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, WhatsApp. Elle identifia des pages d'actualité, des profils de militants, des groupes de défense des personnes âgées. Romain partagea également. Et il demanda à ses amis de partager. Et ainsi, en quelques heures, les vidéos commencèrent à se propager. La répercussion fut immédiate. Des milliers de commentaires, des partages incessants. Révolte, indignation, larmes. Des gens de toute la France commencèrent à raconter des histoires similaires. Des personnes âgées abandonnées, maltraitées, volées par leur propre famille. Les journaux locaux prirent contact. Les émissions de télévision demandèrent des interviews. L'histoire de Madame Thérèse et de Marlène devint le symbole d'une lutte plus grande. Une lutte contre l'abus, la négligence, la cruauté qui se cachait derrière des portes closes. Le lendemain, une équipe de reportage se présenta à la rue des Acacias. Ils voulaient entendre Madame Thérèse, Marlène, Romain. Ils voulaient y voir la maison, les preuves, le journal. Romain autorisa. Plus il y aurait de gens au courant, mieux ce serait. Plus on jetterait de lumière sur cette affaire, plus il serait difficile pour des gens comme Véronique de continuer à agir en toute impunité. L'interview fut diffusée ce soir-là au journal local. Madame Thérèse, encore faible mais la voix ferme, raconta tout. Elle parla des mois de faim, des nuits de froid, de la peur de mourir seule. Marlène parla aussi. Elle raconta l'accusation mensongère, la vie dans la rue, la générosité, de Madame Thérèse qui l'avait sauvée. Romain parla de sa découverte, du système, du groupe sur les réseaux sociaux qui enseignait aux femmes à maltraiter les personnes âgées. La réaction fut explosive. Le lendemain, le parquet ouvrit une enquête officielle.
La police judiciaire commença à traquer le groupe Gestion familiale intelligente. La fameuse docteure Flavie Roche fut convoquée pour témoigner. Viviane aussi. Et Véronique reçut une convocation pour se présenter au commissariat. Mais les choses ne s'arrêtèrent pas là. Une députée régionale, touchée par l'histoire, proposa un projet de loi. Un projet qui créait des centres de protection des personnes âgées dans toutes les communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Des centres où les personnes âgées pourraient dénoncer les abus, recevoir des conseils juridiques, avoir accès à une assistance sociale. Et le premier centre, le projet pilote, serait inauguré à Lyon, dans le quartier de la Guillotière. Et il porterait le nom de Thérèse Dubois. Quand Romain annonça cela à sa mère, elle n'en crut pas ses oreilles. Ce n'était pas possible. Elle, une femme simple, qui avait passé des mois à mendier de la nourriture, donnait maintenant son nom à un projet de loi. Elle était maintenant une référence, un symbole. Madame Thérèse pleura. Mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude, de soulagement, d'espoir. Quelqu'un l'avait regardée, quelqu'un l'avait cru. Et maintenant, grâce à elle, d'autres personnes âgées allaient être protégées. Romain regarda par la fenêtre. La rue était pleine. Voisins, journalistes, sympathisants, tous voulaient voir Madame Thérèse, lui parler, la remercier. La maison de la rue des Acacias, qui quelques jours plus tôt était un portrait d'abandon, était maintenant un phare de résistance, un lieu où le courage avait vaincu la peur, où l'empathie avait vaincu la cupidité, où l'amour, même dans les moments les plus sombres, avait trouvé un moyen de briller. Et Romain comprit que ce n'était pas la fin, c'était seulement le début d'un long voyage, difficile, mais nécessaire. Un voyage pour réparer ce qui était brisé, pour guérir ce qui était blessé, et pour garantir qu'aucune autre personne âgée ne subirait ce que sa mère avait subi. Plus jamais. 3 mois s'étaient écoulés depuis ce jour où Romain était arrivé à la maison de la rue des Acacias et avait trouvé sa mère dans le jardin, partageant de la soupe avec une femme que le monde avait oubliée. 3 mois qui semblaient une vie entière. Tant de choses avaient changé, tant de choses s'étaient transformées. Et maintenant, par une matinée ensoleillée de décembre, Romain se tenait devant un nouveau bâtiment, fraîchement inauguré, sur le cours Lafayette. C'était un bâtiment de 3 étages, peint en blanc et bleu, avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière du soleil. En haut de la façade, en lettres dorées, était écrit « Centre de protection et d'accueil, Thérèse Dubois ». Madame Thérèse était à côté de lui, s'appuyant sur son bras. Elle avait repris du poids, des couleurs, l'éclat dans ses yeux. Ce n'était plus cette ombre fragile et effrayée qu'il avait trouvée des mois plus tôt. C'était à nouveau la femme forte, déterminée, pleine de vie qu'elle avait toujours été. Elle portait une robe bleu clair, la même qu'elle avait portée au mariage de Romain, mais maintenant elle la portait avec fierté, avec dignité. Ses cheveux étaient bien coiffés, noués en un chignon bas, et à son cou, elle portait un simple collier de perles. Ce n'étaient pas les perles que Véronique avait accusé Marlène d'avoir volées. C'étaient de nouvelles perles, un cadeau de Romain, un symbole de nouveau départ. Marlène était là aussi. Elle portait un blazer beige sur un chemisier blanc, un pantalon de tailleur noir et des chaussures plates confortables. Elle était différente, méconnaissable. Les cheveux courts et bien coupés, teints d'un châtain doux, le visage propre, avec une légère touche de maquillage. Mais plus que l'apparence physique, c'était le regard qui avait changé. Ce n'était plus le regard vide, perdu, de quelqu'un qui avait renoncé à vivre. C'était un regard plein de détermination, d'espoir, de quelqu'un qui était revenu du fond du gouffre et voulait maintenant aider les autres à faire de même. Autour d'eux, il y avait des dizaines de personnes, des voisins de la rue des Acacias, d'autres personnes âgées qui avaient subi des abus similaires, des journalistes, des bénévoles, des assistants sociaux, des avocats, des politiciens, tous réunis pour l'inauguration officielle du centre. La députée régionale Monique André était là, souriante, saluant les gens, prenant des photos. C'était elle qui avait porté le projet à l'Assemblée régionale. C'était elle qui s'était battue pour obtenir le financement, l'approbation, le soutien nécessaire. Et maintenant, elle était là, sur le point de couper le ruban rouge qui marquait l'entrée du centre. Mais avant cela, il y eut des discours. Le premier fut celui du directeur des services sociaux de la ville.
Il parla de l'importance de protéger les personnes âgées, de la nécessité de créer des espaces sûrs où elles pourraient dénoncer les abus sans crainte de représailles. Il parla de statistiques alarmantes, de chiffres qui montraient que des milliers de personnes âgées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes subissaient une forme de violence à domicile. Et il parla de la façon dont l'histoire de Madame Thérèse avait changé la perception de l'État sur cette question. Puis ce fut le tour d'André, l'avocat. Il monta sur la petite estrade installée devant le bâtiment et ajusta le micro. « Bonjour à tous. J'ai le privilège d'être ici aujourd'hui, non seulement en tant qu'avocat, mais aussi comme témoin d'une transformation. Il y a 3 mois, j'ai été appelé pour une affaire qui semblait être une parmi tant d'autres. Détournement d'argent, abus financiers, négligence. Mais quand j'ai commencé à enquêter, j'ai découvert que c'était bien plus que cela. J'ai découvert qu'il y avait un système, un réseau organisé, enseignant aux gens comment maltraiter les personnes âgées. Et j'ai découvert que ce réseau grandissait, se propageait, détruisant des familles entières. » André fit une pause, regarda l'assistance. « Mais j'ai aussi découvert autre chose. J'ai découvert que la résistance existe, que la bonté existe, que le courage d'une femme qui a partagé sa dernière tranche de pain avec une inconnue peut changer le monde. Madame Thérèse, vous êtes un exemple pour nous tous. Et ce centre ici, qui porte votre nom, garantira qu'aucune autre personne âgée ne subira ce que vous avez subi. » L'assistance applaudit. Madame Thérèse essuya ses larmes du dos de la main. Romain serra son bras, la soutenant. Puis ce fut au tour de Madame Thérèse de parler. Elle hésita au début, dit qu'elle n'était pas douée avec les mots, qu'elle ne savait pas faire de discours. Mais Romain l'encouragea. « Vous pouvez parler, maman. Les gens veulent vous entendre. » Madame Thérèse monta lentement sur l'estrade, se tenant fermement à la rampe. Arrivée au micro, elle prit une profonde inspiration. « Je ne sais pas trop quoi dire. Je n'ai jamais pensé que je serais ici. Je n'ai jamais pensé que quelqu'un se soucierait de ce qui m'est arrivé. Je suis juste une vieille femme simple qui a travaillé toute sa vie, élevé son fils, essayé d'être une bonne personne. Et quand tout s'est effondré, quand je me suis retrouvée sans rien, sans nourriture, sans dignité, j'ai cru que c'était la fin. J'ai cru que j'allais mourir là, seule, oubliée. » Sa voix trembla, mais elle continua. « Mais ensuite, j'ai rencontré Marlène, et elle était dans une situation pire que la mienne, bien pire. Et je n'ai pas pu la laisser comme ça, je n'ai pas pu. Ma mère m'a appris qu'on partage ce qu'on a, même quand on n'a presque rien. Alors j'ai partagé, et Dieu a pris soin de moi. Il a renvoyé mon fils, il a envoyé André, il a envoyé Madame Cécile, il vous a tous envoyés. Et maintenant je suis là, donnant mon nom à un centre qui va aider d'autres personnes. Je n'y crois toujours pas vraiment. Mais je vous remercie. Je vous remercie du fond du cœur. Et je promets que tant que je serai en vie, je me battrai pour qu'aucune personne âgée ne soit traitée comme un déchet, parce que nous ne sommes pas des déchets, nous sommes des êtres humains, et nous méritons le respect. » L'assistance explosa en applaudissements. Beaucoup pleuraient. Madame Cécile cria « C'est ça, Thérèse !» Et d'autres voisins suivirent, applaudissant avec force. Madame Thérèse descendit de l'estrade émue et fut étreinte par des dizaines de personnes. Puis ce fut au tour de Marlène. Elle monta sur l'estrade, les jambes tremblantes, mais déterminée. « Je m'appelle Marlène Oliveira. Il y a 1 an, je n'avais pas de nom, pas de visage, rien. J'étais juste une personne invisible de plus dans les rues de Lyon. J'ai été accusée de quelque chose que je n'ai pas fait. J'ai perdu mon emploi, ma maison, ma dignité. Et quand j'ai cru qu'il n'y avait plus d'issue, que le mieux était d'abandonner, Madame Thérèse m'a trouvé. Elle n'avait rien. Mais elle m'a tout donné. Elle m'a donné à manger, un abri, de l'espoir. Et grâce à elle, je suis ici aujourd'hui, propre, nourrie, vivante. » Elle fit une pause, essuya ses larmes. « Je vais travailler dans ce centre. Je vais accueillir d'autres personnes âgées, écouter des histoires, offrir de l'aide. Parce que Madame Thérèse m'a appris qu'on peut toujours faire quelque chose, on peut toujours tendre la main. On peut toujours être la différence entre la vie et la mort de quelqu'un. » Plus d'applaudissements, plus de larmes. Marlène descendit de l'estrade et fut étreinte par Madame Thérèse. Les 2 femmes, qui des mois plus tôt partageaient une soupe faite avec de vieux os dans un jardin abandonné,
était maintenant le symbole d'une révolution silencieuse. Une révolution d'amour, de soins, de résistance. Le ruban fut coupé, les portes du centre s'ouvrirent. Les gens entrèrent, explorant les lieux. Il y avait des salles de consultation juridique, des salles de consultation psychologique, une cuisine communautaire, un auditorium pour des conférences et des ateliers, un espace de convivialité avec des canapés confortables et une petite bibliothèque. Il y avait aussi des ordinateurs disponibles pour que les personnes âgées puissent apprendre à utiliser Internet, à communiquer, à dénoncer les abus en toute sécurité. Et au fond, il y avait un jardin avec des bancs en bois, des fleurs colorées et un grand arbre au centre, où les gens pouvaient s'asseoir et discuter, loin du bruit, loin du chaos. Romain parcourut les couloirs du centre, observant tout. Il avait financé une bonne partie de la construction avec ses propres fonds. Il y avait aussi des dons d'entreprises, de simples citoyens touchés par l'histoire. Mais plus que de l'argent, il y avait du bénévolat. Des architectes qui avaient dessiné le projet gratuitement, des maçons qui avaient travaillé des heures supplémentaires, des peintres qui avaient donné le matériel. C'était un effort collectif, une preuve que lorsque la société s'unit, elle peut accomplir des choses incroyables. Dans la salle de consultation juridique, Romain trouva André en train de discuter avec d'autres avocats qui s'étaient portés volontaires pour travailler au centre. Ils organisèrent les dossiers qui avaient déjà été signalés. Il y en avait plus de 50. 50 personnes âgées qui, inspirées par l'histoire de Madame Thérèse, avaient eu le courage de dénoncer. Et le nombre ne cessait de croître. Romain s'approcha. Comment vont les choses avec Véronique? André le regarda, ajusta ses lunettes. La procédure est en cours. Elle et Viviane ont été mises en examen pour détournement de fonds, maltraitance et falsification de documents. La fameuse Docteur Flavie Roche aussi. Et le groupe sur les réseaux sociaux a été démantelé. La police fédérale est entrée dans l'enquête car ils ont découvert que le système s'étendait à d'autres régions. Il y a des gens à Paris, à Marseille, à Strasbourg, tous utilisant les mêmes méthodes. C'est une grosse affaire, Romain. Très grosse. Ça va demander du travail, mais on va y arriver. Et la maison? Demanda Romain. La maison? De ma mère? André sourit. C'est déjà régularisé. Tout est de nouveau à son nom. Véronique a tenté de contester, mais elle n'avait aucun argument. Les preuves étaient accablantes. De plus, elle devra rembourser tout l'argent qu'elle a détourné, avec les intérêts. Et une indemnisation pour dommages moraux. Ça va lui faire mal au portefeuille. Romain hocha la tête, satisfait. Et pour le divorce? C'est en cours. Ça devrait être prononcé dans les prochains mois. Tu t'en sortiras sans rien lui devoir. En fait, c'est elle qui te devra de l'argent. Romain prit une profonde inspiration. C'était un soulagement, un poids en moins sur ses épaules. Mais il savait que l'argent, le procès, la justice légale, rien de tout cela n'effacerait les mois de souffrance que sa mère avait endurés. Rien de tout cela ne rendrait les jours perdus, mais c'était un début, c'était un règlement de compte. Plus tard, Romain trouva Marlène dans le jardin du centre. Elle était assise sous le grand arbre, observant les fleurs. Romain s'assit à côté d'elle. « Comment vas-tu » Marlène sourit. « Je m'habitue encore à tout ça. Parfois, je me réveille et je n'arrive pas à croire que c'est réel, que j'ai un endroit où dormir, de la nourriture, un travail. On dirait un rêve. Ce n'est pas un rêve, Marlène, c'est la réalité. Et tu mérites tout ça. » Marlène le regarda, les yeux brillants. « Je voulais juste te remercier, pour tout, pour avoir cru en moi, pour ne pas m'avoir laissé dans la rue, pour m'avoir donné une seconde chance. » Romain secoua la tête. « C'est ma mère qui t'a donné une seconde chance. Je n'ai fait que réparer ce qui n'allait pas. Et même comme ça, je suis arrivé trop tard. » Marlène posa sa main sur son bras. « Tu es arrivé au bon moment. Tu es arrivé quand Dieu l'a voulu. Et regarde maintenant tout ce qui se passe. Ce centre, ce mouvement, tant de gens qui sont aidés. Tout ça a commencé parce que tu es revenu, parce que tu n'as pas ignoré ce que tu as vu. » Romain regarda autour de lui. Le jardin était plein. Des personnes âgées discutant, riant, partageant des histoires. Certaines étaient victimes d'abus, d'autres étaient des bénévoles. Mais tous étaient là, unis, créant un réseau de soutien, de protection, d'amour. Ce soir-là, il y eut une célébration à la maison de la rue des Acacias. Les voisins se réunirent, chacun apportant un plat.
Il y avait du riz, des lentilles, du poulet rôti, de la salade, des quiches, des gâteaux. La table était abondamment garnie. Et cette fois, Madame Thérèse n'avait pas besoin de partager des miettes. Elle pouvait manger à sa faim. Elle pouvait servir tout le monde. Elle pouvait être généreuse sans se sacrifier. Madame Cécile leva son verre de limonade et porta un toast. À Madame Thérèse, la femme la plus courageuse que je connaisse. À Marlène qui n'a jamais abandonné. Et à Romain qui est revenu au bon moment et a tout changé. Santé, tous répétèrent. Santé. Romain regarda sa mère. Elle souriait. Un sourire large, sincère, plein de vie. Il s'approcha et la serra dans ses bras. « Maman, je suis désolé. Désolé de ne pas m'en être rendu compte plus tôt. Désolé d'avoir fait confiance à la mauvaise personne. Désolé de vous avoir laissé seul. » Madame Thérèse écarta son fils et le regarda dans les yeux. « Mon fils, tu ne m'as pas laissé seul. Tu as juste fait trop confiance. Et ce n'est pas un défaut, c'est une qualité. Le problème, ce n'était pas toi, c'était ceux qui ont abusé de ta confiance. Mais maintenant, c'est fini. Maintenant, nous sommes ensemble, et nous le serons toujours. » Romain hocha la tête, les yeux embués de larmes. Toujours. Dans les mois qui suivirent, le centre de protection et d'accueil Thérèse Dubois devint une référence nationale. D'autres régions commencèrent à reproduire le modèle. Des centres apparurent à Paris, à Marseille, à Bordeaux, à Lille. Tous inspirés par l'histoire de cette femme simple de Lyon qui, même sans rien, avait partagé ce qu'elle avait. Madame Thérèse voyagea à travers le pays, donnant des conférences, racontant son histoire, encourageant d'autres personnes qu'âgées à dénoncer les abus. Elle devint une personnalité publique, respectée, admirée, mais elle ne perdit jamais sa simplicité. Elle ne laissa jamais la célébrité lui monter à la tête. Elle restait la même Thérèse de toujours, généreuse, humble, pleine d'amour. Marlène devint également une voix importante dans le mouvement. Elle animait des ateliers sur la manière de reconnaître les signes d'abus, de se protéger, de chercher de l'aide. Et elle terminait toujours ses discours par la même phrase. « Si Madame Thérèse ne s'était pas arrêtée pour me voir, je ne serais pas là aujourd'hui. Alors je vous le demande, arrêtez-vous. Regardez. Écoutez. Parce que quelqu'un pourrait avoir besoin de vous en ce moment. » Romain, de son côté, apprit l'une des leçons les plus dures de sa vie. Il apprit que le succès financier, les voyages, les contrats millionnaires, rien de tout cela n'a d'importance si l'on n'est pas présent, si l'on ne voit pas les gens qu'on aime, si l'on ne perçoit pas leur souffrance. Il restructura son entreprise, engagea une équipe de confiance et réduisit considérablement le nombre de ses voyages. Il se mit à rendre visite à sa mère tous les jours. Parfois, il ne restait qu'une demi-heure, prenant un café avec elle dans le jardin. D'autres fois, il passait tout l'après-midi, l'aidant à s'occuper du jardin, écoutant de vieilles histoires, riant de souvenirs. Et c'est dans ces moments simples, ordinaires, sans rien d'extraordinaire que Romain se sentait complet. Parce qu'il avait compris que la présence est le plus grand cadeau que l'on puisse offrir à quelqu'un. Véronique fut condamnée à 4 ans de prison. Viviane à 3 ans et demi. La docteure Flavie Roche à 5 ans. De plus, elles furent contraintes de rembourser tout l'argent détourné et de payer des indemnités substantielles. Le groupe sur les réseaux sociaux fut complètement démantelé. Plus de 100 personnes firent l'objet d'une enquête. Des dizaines furent mises en examen. Le scandale secoua le pays entier et entraîna des changements dans la législation. Désormais, les personnes âgées bénéficiaient d'une meilleure protection juridique. Les membres de la famille qui commettaient des abus financiers ou émotionnels encouraient des peines plus sévères. Et les centres d'accueil devinrent obligatoires dans toutes les communes de plus de 50 000 habitants. 1 an après l'inauguration du centre, Romain se trouvait de nouveau à la rue des Acacias. Mais cette fois, il ne trouva pas une maison, abandonnée. Il trouva une maison vivante, le portail bien peint, les plantes du porche vertes et fleuries, l'odeur de gâteau s'échappant de la fenêtre de la cuisine. Madame Thérèse était dans le jardin, arrosant les figuiers qui avaient recommencé à donner des fruits. Marlène était à côté d'elle, l'aidant à cueillir des citrons pour faire du jus. Les 2 femmes discutaient, riaient, on aurait dit une mère et sa fille. Romain entra par le jardin et les 2 femmes le regardèrent. Madame Thérèse sourit. « Tu arrives juste à temps, mon fils. Le gâteau sort du four. » Romain lui rendit son sourire.
J'arrive toujours à temps quand il s'agit de votre gâteau, maman. » Ils entrèrent ensemble dans la cuisine. La table était mise. Il y avait du café frais, des croissants, un gâteau au yaourt encore tiède, de la confiture de framboise, du beurre. Romain s'assit et se servit. En mangeant, il regarda autour de lui. Cette cuisine, qui des mois plus tôt était vide, sale, pleine de moisissures, était maintenant un lieu de vie, de joie, d'amour. Et Romain comprit que c'était ça, la victoire. Pas la victoire des procès gagnés, de l'argent récupéré, des centres inaugurés, mais la victoire d'être là, assis à table, à manger du gâteau avec sa mère. La victoire de voir Marlène rire en bonne santé, pleine de détermination. La victoire de savoir qu'il avait fait ce qu'il fallait, qu'il n'avait pas tourné le dos, qu'il avait affronté la vérité, aussi douloureuse soit-elle, et réparé ce qui était brisé. Madame Thérèse mit une autre part de gâteau dans l'assiette de Romain. « Mange encore, mon fils. »« Tu es maigre. » Romain rit. « Maman, je ne suis pas maigre. C'est vous qui pensez que tout le monde est maigre. C'est parce que je sais ce que c'est. Que d'avoir faim, mon fils. Alors maintenant, tant que je le pourrai, je remplirai l'assiette de tout le monde, au cas où la nourriture viendrait à manquer à nouveau. » Romain prit la main de sa mère sur la table. « Elle ne manquera pas, maman. Elle ne manquera plus jamais, je vous le promets. » Madame Thérèse serra la main de son fils en retour. « Je sais, mon garçon, je sais. » Et là, dans cette cuisine pleine de lumière et de nourriture, dans cette maison ressuscitée de ses cendres, dans ce jardin où une soupe partagée avait sauvé 2 vies échangées, un pays entier, Romain comprit le vrai sens du mot famille. Ce n'était pas le sang, ce n'était pas le nom de famille. C'était la présence, le soin. C'était être là, dans les bons comme dans les mauvais jours. C'était partager ce que l'on a, même quand on n'a presque rien. C'était ne pas tourner le dos, ne pas ignorer la souffrance. C'était agir. Et tandis que le soleil se couchait sur Lyon, peignant le ciel de tons orangés et rosés, la maison de la rue des Acacias brillait. Non pas de lumières artificielles, mais de la lumière que seul l'amour peut produire. Une lumière qui traverse l'obscurité, qui réchauffe les cœurs, qui transforme les vies, et qui ne s'éteint jamais. Jamais.